Bruxelles va-t-elle devoir se serrer la ceinture à cause de mesures fédérales? Pensions, chômage, ces réformes pourraient coûter plus d'1,6 milliard d'euros à la capitale. D'où vient ce chiffre? Comment y faire face, notamment pour les communes et au final pour le citoyen? On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec nous au plateau, Olivia Petitot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la bourgmestre socialiste de la commune bruxelloise de Koekelberg. De l'autre côté de la table, David Weitzman, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous membre du MR et président du CPAS de la ville de Bruxelles. Deux experts neutres aussi. William Verstappen, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller pour Brulocalis. Vous nous expliquerez comment vous et vos équipes êtes arrivés à ce chiffre et sur combien de temps, évidemment, cet argent devrait être déboursé. Et puis Maxime Fontaine, bonjour à vous aussi. Vous êtes un spécialiste, un chercheur en finances publiques pour l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Verstappen, ça paraît énorme, 1,7 presque milliard d'euros. C'est un surcoût, c'est sur combien de temps et ça va venir sous quelle forme de facture ou de note fiscale, si je puis dire? Alors, c'est énorme et effectivement très inquiétant. Nous avons effectué des premières estimations des mesures pour les pouvoirs locaux, de l'impact des mesures envisagées par l'Arizona. Nous nous sommes focalisés sur 4 grandes mesures. La réforme du marché du travail qui va essentiellement impacter les CPAS. La réforme fiscale, c'est le fameux différentiel de 500 € qui va avoir un impact sur les additionnels à l'impôt des personnes physiques. Les pensions aussi, une aide pour les pensions est évoquée dans l'accord de gouvernement et aussi un refinancement de la police. Alors, nous sommes arrivés effectivement à un total cumulé pour l'ensemble des mesures qui sont annoncées à 1,7 milliard d'euros combinés sur les 5 prochaines années jusqu'à 2029. Donc. Alors vous me direz, c'est effectivement énorme, c'est très inquiétant. Il y a des mesures compensatoires qui sont prévues dans l'accord du gouvernement, mais celles-ci sont largement insuffisantes. Et donc je vais vous donner quelques exemples. Pour le refinancement, par exemple, des 6 zones de police, nous avons estimé les montants à 83 millions par an. Or, l'Arizona ne prévoit que 26 millions pour cette année-ci et 35 millions pour l'année prochaine pour tout le royaume. Oui, donc on prendra les exemples dossier par dossier. Madame Petitot, cette étude a été présentée en conférence des bourgmestres. Vous partagez l'inquiétude de Brulocalis qui travaille pour les bourgmestres, donc c'est pas pour rien que je vous mets du même côté de la table. Mais concrètement, à Koekelberg, ça peut vouloir dire quoi? Ce sera quoi votre part de ces 1,6-1,7 milliards d'euros? J'espère qu'elle sera objectivement la plus petite possible, mais objectivement, oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour les citoyens d'abord, ça m'inquiète pour les finances communales ensuite, donc ça c'est certain. Et effectivement, sur notamment la limitation des allocations de chômage dans le temps, le potentiel au niveau de l'impact pour le CPAS de Koekelberg, et donc pour les finances communales aussi pour le moment entre 700 000 et 2 300 000 euros sur une dotation déjà annuelle, donc cette année qui sera environ de 6,5 millions. Et donc vous avez déjà une idée de comment vous pourriez compenser ce trou? Alors, en 2025, je n'ai pas souhaité augmenter justement ni l'IPP ni le PRI, mais malheureusement, si ça se confirme, si ça devait se confirmer, on va d'abord se serrer les coudes, évidemment, pour essayer de trouver des solutions pour faire rebondir toute une série de personnes. Mais au-delà de ça, l'impact que cela aura sur les finances communales devra être assumé. Et ma crainte, c'est que ce soit par les citoyens, en augmentant l'IPP, en augmentant le PRI, et c'est exactement ce que l'on ne veut pas. On verra avec Maxime Fontaine, qui connaît aussi très bien ces questions, comment les communes peuvent agir. David Weitzman, la bourgmestre nous dit « Je suis inquiète ». Vous, président de CPS, vous êtes inquiet? Dans l'étude Brulocalis, on parle de 100 millions de surcoûts pour les CPS. À la ville de Bruxelles, on est prêt à y faire face? Je rappelle que vous, votre parti est dans le gouvernement fédéral également. Oui, je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a une approche qui est purement comptable, je vais y revenir, et puis il y a une approche qui est plus politique. En fait, on parle d'une réforme qui vise à activer les gens à retrouver plus facilement du boulot. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour eux, on va pouvoir les aider encore plus. On parle d'une réforme qui a des conséquences sur les finances publiques, mais qui vise finalement à diminuer l'impôt sur le travail pour revaloriser le travail. Je trouve que c'est aussi une bonne chose, donc je crois que si je me mets à la place des citoyens, c'est plutôt une très très bonne chose. Par contre, il est vrai que de facto, il y a une partie finalement des responsabilités du fédéral qui incomberont demain aux communes. Et donc si on veut, et je vais me prononcer pour le CPAS, continuer à pouvoir justement aider les gens à le plus rapidement possible, être en capacité de pouvoir être sur le marché du travail, les accompagner, les aider, faire du bon boulot, il faudra avoir une forme de financement complémentaire. Mais
Pour les personnes, je dis que c'est une très bonne chose. Pour l'institution, ce sera un fameux défi, notamment vu le timing Juste, Olivia Petitto, sur cet aspect politique que David Weissman le souligne, on ne peut pas considérer... On n'est pas dans un positionnement aussi politique quelque part, par exemple au PS, quand on dit ça ne va pas aller par rapport au gouvernement fédéral. La limitation des allocations de chômage dans le temps, elle est vraiment très très rude. C'est-à-dire que la manière dont... Alors on va voir comment elle va être traduite dans des textes, d'accord ? Mais à ce stade-ci, il n'y a pas de filet de sécurité, il y a justement des conditions qui sont énormes. Donc c'est pas qu'on a droit à des allocations de chômage pendant 2 ans. On y a droit seulement si on a travaillé pendant 5 ans de manière ininterrompue. C'est ça que dit effectivement l'accord Arizona. Et quand on connaît le marché de l'emploi bruxellois, c'est énorme comme exigence. Et donc, on est à l'abri pour les plus âgés parmi les chercheurs d'emploi qu'à partir du moment où on a vraiment une carrière quasi complète de plus de 30 ou 35 ans. J'avoue que je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est énorme. Et donc, personne à Bruxelles quasiment ne rentre dans ces conditions-là. C'est ça dont il faut se rendre compte. Donc, me dire que c'est une bonne chose pour les Bruxelloises et les Bruxellois, là, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'en étant plus dur, justement, au niveau des allocations de chômage et leur accessibilité, on va retrouver un emploi. Ça, c'est le côté IACA, le côté offre-demande qui n'existe pas sur le marché de l'emploi. Il n'y a aucune exigence dans la démarche Arizona vis-à-vis des employeurs. Veut aussi répondre sur cette question politique, et puis on va aller chez Maxime Fontaine. Sur le côté IACA, il y a un volet plus politique. Vous défendez un peu votre parti au fédéral, là ? Non, il y a un volet plus politique, et puis il y a un volet de l'action de CPS. Je défends surtout les actions des CPS aujourd'hui, donc je ne peux pas entendre ça. Sur le volet plus politique, aujourd'hui, il y a 270 000 postes vacants, il y a 270 000 chômeurs, on a 90 000 chômeurs en région bruxelloise, 60% de ces chômeurs sont des chômeurs depuis plus de longtemps, depuis plus de 2 ans. C'est un échec collectif, un échec individuel, mais un échec collectif. Et donc ce que le gouvernement veut mettre en place, que ce soit en région wallonne, en activant davantage les Wallons, et j'espère demain avec un gouvernement en activant davantage les Bruxellois, c'est essayer d'accompagner les gens qui sont sur le marché de l'emploi depuis tellement longtemps, les gens qui demandent de l'emploi depuis tellement longtemps, qui sont peut-être très éloignés justement, qu'on doit pouvoir aider, accompagner. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes d'assuétude, il y a des gens qui sont sans abri, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et donc les CPS demain, c'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Mais pensez-vous qu'ils ont les moyens, les 19 CPS, de faire face à cette arrivée, on va dire, massive de chômage ? Je pense que les CPS aujourd'hui font déjà un travail formidable. Okay. Je rencontre les assistants sociaux au quotidien qui nous expliquent tout ce qu'ils font. Je pense que le défi, c'est l'arrivée massive de ces personnes. Et donc nous devons mettre ça en place, nous devons essayer de comprendre quelles sont les personnes qui vont arriver, comment on va pouvoir encore mieux les aider, mieux les accompagner, et quel est le processus qu'on va mettre en place pour pouvoir mieux les aider. Et il faut, je le dis d'emblée, un financement, évidemment, qui va de pair. Si le financement n'est pas là, ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas une sanction, c'est véritablement comment les aider et les accompagner davantage. Je reviens à la question qui nous occupe aujourd'hui, qui est financière. Bruno Calise, vous nous dites bien 1,67 milliard d'euros sur 5 ans. Maxime Fontaine, que peuvent faire les communes pour payer leur part, leur 19e, 19 communes à Bruxelles, quels sont les leviers qu'elles ont ? Réduire les dépenses, ça on peut toujours, mais pour le reste, que peut faire une commune quand elle voit qu'elle a des frais supplémentaires parce qu'elle doit payer son CPS, et puis on le verra, il y aura d'autres frais. Elle peut agir sur quoi ? Alors, si on met de côté effectivement l'idée de baisser les dépenses, ce qu'elles peuvent faire, il y a augmenter les recettes. Donc, augmenter les recettes, il faut se dire que le financement des communes aujourd'hui, c'est plus ou moins 50% d'impôts qu'elles vont prélever. Elles vont prélever un impôt un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'elles vont prélever un impôt sur l'impôt. Donc, voilà, mais ça, on y reviendra peut-être après. Allez-y. Mais donc, en tout cas, elles prélèvent un impôt sur l'impôt. Additionnel, c'est ça dans notre Exactement. Et donc, à ce moment-là, elle pourrait, par exemple, augmenter l'impôt sur l'immobilier, l'impôt sur le revenu, même si, de l'autre côté, on a du côté Arizona des réformes qui veulent effectivement baisser l'impôt sur le revenu pour favoriser le travail. Mais alors, évidemment, si on baisse l'impôt sur le revenu, comme on a un impôt sur l'impôt du côté des communes, eh bien, évidemment, si vous baissez l'impôt sur le revenu et que c'est un impôt sur l'impôt sur le revenu, vous avez une baisse d'impôt du côté des communes. Est-ce qu'on n'est pas, Monsieur Verstappen, en train de prendre d'un côté ce qu'on donne de l'autre ? C'est-à-dire qu'au fédéral, on dit, regardez, votre salaire net va augmenter parce qu'on réduit un certain impôt, mais de facto, on sait que ça devra être compensé par le niveau local. C'est ce que vous soulignez en partie dans la note. Oui, concernant l'impôt des personnes physiques, en l'état, d'après nos calculs, les communes seraient amputées d'à peu près 10% de leurs recettes
c'est quand même évidemment considérable. Et les communes, il faut le dire, c'est pas de gaieté de cœur. Hein, si elles doivent maintenant réfléchir éventuellement à augmenter leurs impôts, et elles ont déjà fait des efforts conséquents. Il faut aussi pas oublier une chose, c'est que par rapport aux communes de Flandre et de Wallonie, proportionnellement, elles sont moins aidées par la région. On connaît la dotation générale aux communes. Les communes flamandes et wallonnes reçoivent en moyenne 2 fois plus proportionnellement. Et donc, déjà, elles doivent compenser ce manque à gagner. Maxime Fontaine, vous partagez l'analyse Brulocalis sur ce que ça coûterait et cette différence entre les régions flamandes et wallonnes, et puis David Weissman qui veut réagir. Mais voilà, sur ce qu'il vient de dire, parce que là, il y a aussi un débat d'experts, je pense. Oui, mais alors, ce qui est sûr, c'est que ça va coûter cher, ça c'est certain. Mais il y a 2 choses à savoir, c'est que la première chose, la réforme fiscale, elle n'est pas encore faite. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer exactement. On utilise aujourd'hui des hypothèses pour avoir une certaine idée, mais à ce stade, on ne sait vraiment pas, et c'est prévu dans 2-3 ans, donc il faudra quand même voir. On s'alerte un peu vite chez les bourgmestres, c'est ça que vous dites? C'est pas qu'on s'alerte un peu vite, c'est qu'aujourd'hui, je pense que donner des chiffres alors qu'il n'y a pas de tableau budgétaire, enfin si, il y a des tableaux budgétaires, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas encore quelle est la réforme qui va être votée, c'est compliqué. Et la deuxième chose, il faut quand même rappeler, on a un niveau fédéral qui baisse les impôts. Les communes, tout comme les régions, pourraient décider de maintenir leur impôt au même niveau. Donc ça, c'est tout à fait possible, c'est pas compliqué, on augmente les additionnels, et voilà. Après, évidemment... Olivier Petittot n'a pas voilà, d'accord. Voilà, c'est peut-être un point qui, évidemment, économiquement parlant, c'est faisable, politiquement, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement de droite qui va baisser les impôts, et vous avez potentiellement une commune de gauche qui va décider de réaugmenter derrière pour juste rattraper. Donc elle ne va pas augmenter les impôts, mais elle va juste rattraper. David Weissman, excusez-moi, mais je vais être un peu cash. Est-ce que le fédéral n'est pas un peu en train de la faire à l'envers à Bruxelles? Je pense que la même question se pose au niveau wallon, et donc je comprends tout à fait, donc c'est pas propre à Bruxelles au niveau de la Wallonie, je comprends tout à fait qu'on se pose des questions, je trouve que c'est légitime quand on est gestionnaire public. Mais il faut quand même comprendre la philosophie de ce qu'on est en train de faire. Tous les pouvoirs publics, et je pense tous les partis politiques, reconnaissent qu'on a un taux d'emploi qui est particulièrement bas en Belgique et certainement à Bruxelles. On sait très bien que si on veut demain avoir plus de recettes, il faut permettre aux gens de travailler davantage. Ce sont ça les fameux effets retour escomptés. Et valoriser davantage le travail. On a déjà donc, pu modéliser ces effets retour et qu'il faudrait préparer la réponse. Justement, je voulais y venir. Oui. C'est pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de dire. Si demain, il y a plus de gens au travail, il y aura un effet retour qui n'a d'ailleurs pas suffisamment été pris en compte par Brulocalis, notamment sur l'IPP. Il y aura un effet retour sur la TVA. Il y aura un effet retour parce qu'il y aura moins de dépenses, notamment au niveau du chômage. Donc tout ça doit être pris en compte et de toute façon, on doit converger vers cela. Alors après, là, on n'est peut-être pas d'accord, le PS et moi, c'est la façon d'y arriver. Mais le taux d'emploi, 80% d'ici dans quelques années, on doit se fixer et c'est tout ce que est en train de faire pour le moment le gouvernement arizona. Olivier Petittot, les effets, un mot en une phrase sur les effets retour parce qu'après on entendra Maxime Fontaine là-dessus. Moi, je voudrais qu'on arrête de faire du Bruxelles bashing. Je veux dire, le taux d'emploi à Bruxelles, il a augmenté de 4% entre le 2020 et 2024. Personne ne le dit. Et ça, je trouve que ça ne va pas. Donc, voilà, c'est tout. Rien que ça, ça m'énerve. Donc, voilà, sur les effets retour, vous n'y croyez pas au Parti Socialiste, mais on vous dira, vous êtes dans l'opposition, c'est normal. Mais c'est-à-dire que ça fait un peu poudre de perlimpinpin. Les montants qui sont annoncés sur les effets retour sont complètement disproportionnés. Maxime Fontaine, est-ce qu'on peut vraiment calculer des effets retour? Est-ce qu'ils viennent aussi vite qu'une mesure d'économie? Est-ce qu'on a déjà pu modéliser ça? Est-ce que vous pourriez l'expliquer à vos étudiants, mais en 30 secondes? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, sur le tax shift, sur le gouvernement Michel, on a vu que les effets retour étaient beaucoup moindres que ce qu'on croyait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on parle ici des communes. Et donc, au niveau des communes, on parle de taxes sur la consommation, on parle d'impôts sur le revenu, etc. Les communes ne sont pas concernées par des taxes sur la consommation. Donc, vous pouvez avoir des effets retour qui sont là, qui rapportent au niveau fédéral, mais aux communes pas. Et enfin, troisième point, moi il y a un point sur lequel j'insiste et dont on parle jamais, c'est que si on regarde depuis les 30 dernières années, le taux d'emploi a monté de 12 points. Donc on est passé d'entre 58 à 59 à 70%. Et le niveau de recettes, on est à 50% du PIB, il n'a pas changé d'un point. Donc on a augmenté de 12 points. William Verstappen, dans les point qui inquiète Brulocalis et les bourgmestres, puisque voilà, on le répète, vous avez fourni cette étude, cette analyse à la conférence des bourgmestres. On le voit que notamment la question des pensions des agents statutaires va peser. Combien, pourquoi, comment ça se fait? C'est quoi? Les communes vont devoir compenser quelque chose? Expliquez ça, parce que les pensionnés, c'est aussi une partie des gens qui nous regardent. Ah, effectivement, c'est véritablement une bombe à retardement et c'est sans doute... je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table, l'élément sur lequel les données chiffrées sont les plus sûres et les plus fiables.
Il faut savoir que pour les communes et les CPS, elles sont les seules à devoir supporter elles-mêmes les pensions de leurs statutaires. Et donc, pour le moment, pour résumer, on a de moins en moins de statutaires pour pouvoir payer les pensions des pensionnés. Et donc, le pot commun n'est plus assez grand. Et on se retrouve avec des déficits de plus en plus grands et des factures de plus en plus importantes. Et donc, je tenais quand même à souligner que la différence de régime par rapport avec la région, si les communes avaient le même régime que la région, elles paieraient quasiment 10 fois moins. Au lieu de 270 millions d'euros, elle serait à 25 millions d'euros. Et là, on estime que le surcoût pension, il est de combien? Pour que les gens aient une idée, je vous cueille à froid, mais vous pouvez me donner un chiffre? On est à 270 millions, en fait. C'est énorme pour 19 communes. C'est énorme. C'est énorme. Sur cette question, on a déjà parlé sur BX1 des finances communales. Il y en a quand même beaucoup qui sont sous tutelle. Maxime Fontaine, c'est le signe que nos communes gèrent bien leur budget à Bruxelles? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème structurel quand il y a plus de communes sous tutelle régionale que de communes qui sont pas sous tutelle? C'est quand même interpellant, a priori. Je pense qu'il faut voir chaque cas. Effectivement, là, on sait que la commune de Scarbeck a eu un problème. Oui. Elle va peut-être en avoir d'autres. Voilà, mais en tout cas, il y a eu potentiellement un problème. Là, on peut s'interroger sur est-ce qu'il y a eu les bons mécanismes de contrôle. Pensez à son CPS, justement. Voilà, qu'il y a eu un problème comptable. C'est un problème comptable. Mais est-ce que ça a été bien surveillé? Bon, ça, c'est une question. Mais je pense que, d'un autre côté, il faut bien se dire, les communes, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire que les gens, quand ils savent plus où aller, ils vont vers les communes. Donc, c'est-à-dire qu'au plus, on a une région qui est pauvre, et on sait que la région a quand même des gros problèmes de pauvreté liés à la crise des réfugiés, liés à tous les problèmes d'assuétude, c'est qu'à un moment donné, les personnes vont vers leur commune, et que les communes doivent assumer ça, et effectivement, il y a des réels enjeux liés au n'ont pas fait leur part du travail. Alors ça, je pense que c'est clairement, sur les réfugiés, on entend souvent, il y a un problème à Bruxelles, là, on a clairement un niveau de pouvoir qui n'a pas fait son travail sur Bruxelles. Olivia Petitot, vous vouliez réagir sur les communes. Vous estimez qu'elles sont globalement bien gérées? Elles sont aussi bien gérées que d'autres niveaux de pouvoir en région bruxelloise? Oui, tout à fait. Je pense, mais très, très sincèrement, je pense qu'on fait des miracles à Bruxelles avec les finances dont on dispose. Donc, on peut parler de police aussi. Je veux dire, est-ce qu'on trouve normal qu'il y ait environ 200 millions d'euros, à grosse louche 212, je pense, millions d'euros, qui viennent du fédéral et plus de 400 millions qui viennent des communes. Vous devez compenser ce que le fédéral ne met pas. Ben oui, c'est une réalité. Monsieur Verstappen, la réforme des polices, c'est aussi un point qui est dans la note. Or, c'est quand même présenté comme une mesure d'économie. Alors, expliquez-nous pourquoi vous pensez que ça coûterait de l'argent, la réforme des zones de police, et puis on entendra David Weissman là-dessus. Vous n'échapperez pas à la question, mais je pense que vous avez aussi des choses à dire. Pour le moment, je pense que c'est un peu tôt d'en dessiner les contours. Mais pourquoi ça paraît comme inquiétant? Pourquoi ça pourrait coûter plus cher de fusionner les zones de police? On n'a pas d'études encore à ce niveau-là pour estimer positivement ou négativement une fusion. On estime du côté du mouvement réformateur notamment et de la coalition Arizona que fusionner les zones de police, ça pourrait être une économie conséquente aussi financièrement? L'objectif, c'est certainement pas d'économiser. L'objectif, c'est d'essayer de rendre ça beaucoup plus efficace et beaucoup plus fonctionnel et de répondre encore davantage aux besoins. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans l'accord de l'Arizona. Après, j'espère évidemment que sur le moyen terme, que ça générera inévitablement des économies d'échelle. Je le verrai plutôt au niveau des finances publiques comme quelque chose de positif que de négatif. Mais par contre, là où je rejoins tout le monde, c'est que tout ça, ce sont des défis d'organisation, des défis sur les CPAS. Tout à l'heure, on parlait du nombre de personnes qu'il faudra engager encore en plus, des structures qu'il faudra avoir également en plus, et donc et dans un laps de temps quand même relativement court. Donc moi, je suis positif sur ces réformes-là, mais je dis attention, comme gestionnaire public, on va devoir se retrousser les manches et faire ça le plus rapidement possible. Olivia Petitot, vous nous disiez que vous avez réussi à ne pas augmenter les impôts cette fois-ci dans votre commune. Il y a quand même des Kuckelbergeois qui nous regardent là maintenant. Vous pouvez prendre un engagement pour les années à venir? Pas encore. Non, on est en train vraiment de... quoi, surtout dans ce contexte-là? Non, moi, pour le moment, donc on est en train de préparer justement le plan triennal, donc le budget 2025, 26, 27. Et le but, c'est justement d'améliorer la situation budgétaire dans les prochaines années. Et donc, à un moment donné, on va devoir, je pense, augmenter les impôts. Je ne le veux pas. Mais si tout ce qui est annoncé nous tombe sur l'érable, ça risque d'arriver. Alors, au niveau de la police, c'est une réalité aussi. Je pense qu'on disait, là, est-ce que ça va faire des économies ou pas? Moi, en tout cas, la fusion de toutes les zones de police, etc. Donc, ce débat qui est objectivement absurde et qui est de nouveau du Bruxelles bashing,
donc qui ne repose sur rien en termes d'optimisation de la sécurité, parce que nous travaillons déjà ensemble et on se parle vraiment tous les jours. Et donc je pense qu'il y a là vraiment un enjeu qui est autre, qui est néerlandophone d'une part et qui est anti-Bruxelles d'autre part. Donc, on fera un versus sur la réforme des polices, ça c'est certain, mais il faudra qu'il y ait un texte. David Weitzman, je vous pose la même question. Votre parti était dans l'opposition, il monte aux affaires à la ville de Bruxelles. Quelle est la situation budgétaire et est-ce que vous êtes de l'ordre de ceux qui sont inquiets pour les années à venir, au vu de ce qu'on nous annonce pour le fédéral et de l'état général des finances à la ville? Bien sûr. Enfin, d'abord, la région bruxelloise est en faillite, donc c'est particulièrement inquiétant, je le dis clairement. Et la ville de Bruxelles, j'ai fait campagne en disant que la situation budgétaire était compliquée à la ville de Bruxelles. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte à quel point elle était encore davantage compliquée. Et donc, comme toujours, on devra travailler sur les dépenses et sur les recettes. Je souhaite d'abord travailler sur les dépenses. Mais il y a moyen de moins dépenser. Comment oui, absolument. Il y a moyen de faire des économies. Il y a moyen de faire des économies. Il y a moyen de faire des rapprochement. Dans notre accord de majorité, il y a 2 pages qui dit effectivement comment on peut, soit en fusionnant, soit en regroupant, soit en travaillant sur des dépenses qui sont peut-être un peu inutiles, mais par ailleurs, il faut aussi travailler sur les recettes, mais c'est pas pour ça qu'on doit spécialement augmenter les impôts. Maxime Fontaine, l'absence de gouvernement bruxellois, et on sait les rapports entre les communes et le gouvernement régional, les besoins de subventions, les projets, on le sait, sur BXA, on en couvre beaucoup. C'est aussi, alors qu'on rentre dans une nouvelle période de 12e provisoire, quelque chose qui, à un moment donné, va peser indirectement sur les finances des communes, ou bien c'est suffisamment étanche ? Non, ça je pense que c'est absolument certain. C'est que la situation budgétaire au niveau de la région aura des conséquences sur les communes, rien que dans le sens où la région ne pourra pas aider les communes comme elle a pu le faire. Donc ça, je pense que, vu la situation budgétaire, ce serait vraiment une grave erreur de la part des communes, des responsables communaux, de penser que la région va venir à leur secours. On va encore vous donner la parole à chacun une fois, mais vous avez le temps d'un jingle pour trouver votre argument recevable. Et c'est souvent pour les politiques que c'est le plus compliqué. Alors Olivia Petittot, est-ce que vous avez trouvé un argument recevable chez votre collègue EMR ? L'argument recevable. Une chose qu'il a dit, à laquelle vous devez bien reconnaître sur laquelle il a si pas raison, pas tort. Donc on travaille pas mal. David Weitzman, vous avez quelque chose à dire du même ordre ? J'ai dit ça, j'ai même pas dit ça. Vous avez quelque chose à répondre, un argument recevable ? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je n'argumente pas sur le Bruxelles bashing chaque fois. Non, mais je comprends sincèrement la préoccupation de tous les gestionnaires publics. Parce qu'on a un budget, on doit gérer ce budget, et c'est pas facile quand il y a des éléments extérieurs. Je pense que, néanmoins, grâce à ce type de réforme, on ira de l'avant, et notamment pour essayer d'augmenter le taux d'emploi en Belgique de façon générale. William Verstappen, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit autour de la table et que vous, comme participant, je vais dire, objectif, non politique à ce débat, vous reconnaissez comme imparable, et qui n'a pas été dit par vous, évidemment. Mais quand Maxime évoque que la région, malheureusement, n'aura sans doute pas les moyens d'aider les communes, j'espère qu'il a tort, mais parce que pour nous, il ne peut pas y avoir de région forte sans commune forte. Et donc, voilà, il a quand même fort à parier que malheureusement, on va avoir ce qu'on pourrait appeler comme un double effet qui se coule. C'est que d'autres problèmes qui arriveraient du fait que la région se porte mal financièrement. Quels exemples ? On pourrait imaginer des diminutions de dotations, ou pour des grands travaux, ou pour des contrats de quartier qui profitent évidemment aussi aux communes. Et ça, on ne le saura que quand il y aura un autre gouvernement. Donc, on en est à 1,7 milliard du fédéral, mais la facture pourrait peut-être encore et malheureusement augmenter. Maxime Fontaine, vous avez entendu un argument recevable chez une des 3 autres personnes qui participaient au débat ? Oui, je pense que la personne gauche ici, effectivement, soulevait le fait que, au-delà des recettes, et c'est vrai qu'on sait qu'à Bruxelles, c'est compliqué de lever des recettes avec les règles de financement actuelles et une population assez pauvre, il y a probablement certaines dépenses qu'il faudrait aller regarder d'un petit peu plus près, certaines dépenses qui ont démontré, par un certain nombre de recherches, qu'elles ont une utilité assez limitée, comme par exemple le métro 3. Le métro 3, c'est un point qui vous tient à cœur. Vous avez, je pense, signé quelques cartes blanches là-dessus. Merci à tous les 4, d'être venus sur ce plateau débattre de cette question importante. En quelques secondes, la parole une dernière fois à quelqu'un. Quand va-t-on vraiment sentir qu'on manque d'argent à Bruxelles ? Ce sera dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an ? Olivia Petittot et puis David Weitzman, très brièvement. Non, je pense qu'on le sent déjà. Enfin, je veux dire, voilà, oui, bien sûr.
Je ne sais pas de quoi on parle. Si on parle des associations, le fait d'avoir un manque de gouvernement, ça a des graves conséquences sur les associations pour le moment. Donc, je suis, moi, très préoccupé de la situation budgétaire au gouvernement bruxellois. Comme ça a été dit tout à l'heure, ça aura des conséquences sur, malheureusement, les communes également. Merci, vraiment, cette fois. On doit terminer. Fin de ce débat versus. On se retrouve la semaine prochaine. Autre thème et de nouveau beaucoup de questions.